Bonjour à tous. Alors bienvenue sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant. Alors Sam c'est moi et aujourd'hui on va parler d'un sujet très important qui sont les semences. En effet, dans environ un mois et demi, les premiers agriculteurs vont démarrer les semis des céréales d'automne. Donc ça comprend les orges de printemps, les orges d'hiver, les blés, les seigles, les blés durs un peu plus tard. Et donc c'est une étape très importante et en fait la réussite en grande partie de ces semis, au-delà de l'aspect climatique, du sol, etc., va se situer en partie dans la qualité des semences. Et lorsque l'on a réussi un semis, on pense, nous, qu'en gros 60% du travail, même 70% dans certains cas du travail est déjà fait, avec des objectifs très clairs, des plantes vigoureuses, un nombre de pieds qu'on a choisi au départ en fonction de la date de semis. Et donc si on choisit un nombre de pieds et qu'on est technique, qu'on sème un nombre de grains au mètre carré, notre espoir est que l'ensemble de ces graines germent et poussent de manière harmonieuse. Et pour ça, la qualité de la semence est capitale. La taille du grain, la propreté du grain, sa protection éventuelle contre les maladies, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de maladies qui entourent nos semis, qui sont présents ou dans le sol ou déjà dans les graines que l'on va nous-mêmes semer. On va avoir aussi certains ravageurs du sol qui sont de plus en plus nombreux avec des absences d'hiver, avec les couverts végétaux, avec finalement un climat qui fait que ces animaux-là du sol, ces ravageurs-là se développent de plus en plus. Et l'agriculteur se trouve de plus en plus démuni d'ailleurs pour se protéger contre les semences. Alors, dans cette vidéo, on va parler du triage, on va parler de la différence entre les semences de ferme et les semences que l'on achète. Est-ce qu'il y en a une? Est-ce que finalement, c'est pas bien de conserver ses propres semences? On va parler de la protection, à la fois chimique ou naturelle. Est-ce que vraiment, finalement, avec des produits naturels, on peut obtenir les mêmes résultats qu'avec des produits chimiques? Est-ce que vraiment, avec un traitement de base, on protège réellement ces semences contre tout ce qui peut nous poser souci? Eh bien, on va voir que c'est un vaste sujet que je vais essayer de traiter dans cette petite vidéo de manière la plus simple possible, sans rentrer dans les détails, comme nous rentrons régulièrement avec nos partenaires depuis des années. On a des écrits sur les semences qui représentent plusieurs pages pour expliquer toutes les maladies, tous les virus, toutes les choses qui sont dans les sols et qui peuvent nous poser souci simplement en gardant une semence. Alors on a fait nos semences hier, donc une grosse quantité pour les deux fermes, que l'on fait faire nous ici par un entrepreneur extérieur. Donc en fait on choisit, comme beaucoup d'agriculteurs d'ailleurs, selon les régions d'ailleurs aussi, de garder une partie de notre récolte pour s'en servir comme des semences pour nous. Et c'est quelque chose qui est faisable à l'infini, qui s'est toujours fait en agriculture et que tout doucement, autour du monde agricole, on finit par essayer de convaincre les agriculteurs que la semence qu'ils font chez eux n'est pas de la même qualité et leur fait perdre des rendements par rapport à de la semence qu'ils achèteraient chez des distributeurs ou des négociants. Donc en réalité, déjà, première idée, c'est une idée reçue. En aucun cas, le fait d'acheter vos semences à l'extérieur vous permet de faire plus de rendement que si vous conservez des semences de qualité chez vous. Alors quand je dis semences de qualité, c'est qu'en fait, il y a quand même quelques méthodes à avoir en tant qu'agriculteur pour avoir des semences de qualité. On essaye de les faire derrière une tête d'assolement. On ne fait pas des semences derrière du maïs, derrière des cultures qui posent déjà des problèmes sur les maladies. Je ne rentrerai pas dans le détail ici. On va essayer aussi de ne pas récolter par exemple des roues de traitement où il y a des grains de mauvaise qualité ou des parcelles où il y a du salissement lié à des mauvaises herbes. Et c'est tout un enjeu quand même important d'essayer d'avoir des graines qui soient qualitatives. Par expérience, certains agriculteurs ne gardent pas leurs semences en estimant qu'elles ne sont pas belles et ils se retrouvent à acheter des semences à l'extérieur, des semences beaucoup plus coûteuses puisque le prix est multiplié par 5 à peu près et qui finalement ne sont pas de meilleure qualité. Donc il faut savoir qu'en gros, on peut reproduire exactement le même schéma entre guillemets industriel de triage de nos semences, de protection de nos semences à la ferme. Et c'est ce que nous faisons comme beaucoup d'agriculteurs dans nos régions, mais ce qui n'est pas le cas dans certaines régions où vraiment c'est ancré de manière forte. Alors c'est aussi, et je le pense, par facilité, c'est-à-dire que les agriculteurs peut-être choisissent en achetant leurs semences, ça évite une grosse période de travail, un triage au préalable. Voilà, ça nécessite quand même une énergie, mais je pense que pour être autonome, et vu les gains économiques que cela apporte, ça nécessite quand même de faire un petit peu d'effort. Par contre, une fois ce triage fait, qu'est-ce que c'est que le triage? C'est une mini moissonneuse-batteuse. Je vous mettrai une petite vidéo courte, très simple en action, puisque voilà, on ne va pas rentrer dans le détail de ça, c'est pas si important que ça, mais en tout cas, c'est une mini moissonneuse où on va aller plus loin dans le triage, éliminer les petites graines qu'on pourrait penser ou malades, et c'est dans certains cas le cas, ou qui vont avoir une mauvaise germination. Ça n'empêchera pas de faire un test de germination, c'est-à-dire qu'on va prendre un nombre de grains qu'on va mettre
à pousser sur un buvard, par exemple, avec un peu d'humidité, et on va compter le nombre de grains qui germent, car ça, c'est pas toujours fait par les agriculteurs. Et si on veut semer précisément la quantité que l'on souhaite, il faut que l'on soit sûr que l'ensemble des graines que l'on va poser dans la terre va germer. Hein, c'est quand même un minimum. Ensuite, une fois ce triage fait, où on va éliminer les petits grains, les balles qui entourent donc les enveloppes, un petit peu ce qu'on appelle les menus pailles qui enveloppent le grain, on peut avoir des petits morceaux de paille, quelques impuretés. On va finalement avoir une semence triée et que l'on va traiter. Donc la machine nous permet, si on le souhaite, d'utiliser des produits phytosanitaires pour la protection des semences. Alors on pourrait penser, et il y a un courant de pensée à ce niveau-là que je vais tout de suite démystifier, que finalement de mettre des produits comme ça dans les sols, c'est mauvais pour les sols, on peut s'en passer, on n'en a pas besoin, on peut utiliser du vinaigre, on peut utiliser des oligo-éléments. Alors là, moi je vais vous arrêter tout de suite. Il y a une grosse partie de tout ça qui est du folklore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une partie des maladies que l'on ne peut pas gérer autrement. Et il faut être clair, du vinaigre aujourd'hui, à part la carie, ça ne fait aucune autre maladie. Ça ne fait pas les fusarioses, ça ne fait pas l'ergot, ça ne fait pas le piétin échaudage, ça ne fait pas les ravageurs non plus. Hein. Et puis le vinaigre, est-ce que c'est finalement meilleur que certains traitements chimiques? C'est encore une réflexion à avoir. Et surtout, les traitements chimiques sont parfois la seule solution après un triage de qualité, je le dis bien, ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui n'est pas toujours fait, mais sont la solution sur bon nombre des maladies qui sont déjà colportées par vos semences. C'est-à-dire que vous semez déjà des semences parfois déjà malades qui vont forcément avoir des conséquences, dans le pire des cas, sur le nombre de grains qui vont s'en sortir, c'est-à-dire qu'ils vont germer et pousser harmonieusement, ça c'est une réalité, mais aussi parfois certaines maladies, comme certaines fusarioses ou autres, ne se verront qu'à la sortie, à la fin, au niveau de la création de l'épi, sur des symptômes sur les feuilles. On a l'helminthosporiose pour les orges par exemple, qui peut très bien contaminer déjà vos semences, et s'il n'y a pas un traitement de semences adapté qui est fait dessus, vous emmènerez cette maladie jusqu'au bout avec des infertilités d'épis, avec des symptômes visuels. Bref, je ne rentrerai pas dans le détail parce que ça pourrait représenter une vidéo sur toutes les maladies liées à nos semences, mais c'est très très important. Alors en fait, en faisant ça, c'est un petit peu comme les vaccins. Si on finit tout doucement par, et on a le cas en agriculture biologique, il faut aussi le dire, c'est qu'à reproduire des semences qui sont déjà malades, à reproduire des grains qui ont déjà été attaqués par des maladies d'avant qui n'ont pas été gérées, puisque finalement dans certains modes de production, on ne les gère pas ou peu. Au final, on fait que d'ensemencer le sol en différents problèmes. Il y a de nombreuses maladies d'ailleurs qui proviennent aussi des mauvaises herbes. Par exemple, les graminées sont les premiers vecteurs de développement de maladies qui vont contaminer vos semences, qui vont se retrouver dans le sol. Les résidus de récolte sont le facteur le plus important. On aura l'occasion d'en parler à l'automne. C'est pour ça que parfois, le travail du sol dans l'approche globale du sol à la plante permet d'accélérer les décompositions, qui sont un des premiers facteurs pour éviter que les résidus de récolte deviennent des vecteurs de maladies. Donc vous voyez, avant de parler de semences achetées ou de semences personnelles, il faut déjà être conscient de tous ces enjeux-là. C'est-à-dire qu'il y a bon nombre de maladies aujourd'hui qui ne sont protégées que par des traitements de semences, et il faut être clair là-dessus. On a même des nouvelles générations de traitements de semences qui vont permettre, et ça fonctionne puisque depuis 2 ans on les teste dans des essais, nous, au niveau de Phytosol, qui permettent de limiter ou de se passer de fongicides aériens, c'est-à-dire de traitements en aérien au printemps contre certaines maladies. Alors c'est sans doute l'avenir, puisque finalement, si demain on limite les traitements pour les agriculteurs, il semble quand même logique qu'à un moment donné, on ait conscience que la nature, elle n'est pas super gentille avec quiconque. Et il y a quand même beaucoup de choses qui se passent dans le sol. Je ne parle pas des ravageurs, où finalement, de traiter les semences contre certains ravageurs du sol, c'est souvent la seule solution. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de possibilité pour certains ravageurs du sol autre que le traitement de semences. Il y a eu quelques pratiques que je trouve aberrantes et qu'il faut dénoncer, qui sont conseillées par certains techniciens d'utiliser des insecticides aériens et de les mettre avant une pluie sur le sol à des doses très élevées. C'est complètement débile, et c'est pas parce que le traitement de semences qui s'utilise contre certains ravageurs contient la molécule que l'on a dans l'insecticide aérien que c'est intelligent de balancer ça au sol. Je rappelle quand même que la graine, c'est un enrobage qui va protéger que la graine. L'incidence sur l'extérieur autour de la graine est très faible. On a des insecticides mis sur les graines qui vont fonctionner par effet vapeur, c'est-à-dire qu'ils vont protéger les feuilles, les feuilles qui vont arriver de la jeune plante pendant quelques semaines, jusqu'à peu près le talage dans certains cas. Et ça, c'est finalement une protection qui évite des interventions en aérien. Mais, pour des raisons idéologiques, on a malheureusement supprimé certaines protections qui permettaient aux agriculteurs de ne pas intervenir en aérien, avec les conséquences que cela peut avoir. Donc, nous, on fait partie des gens qui pensons que la semence est capitale et que si on a protégé sa semence, l'impact environnemental, il est bien
plus intéressant que de réintervenir ultérieurement, ou alors de penser que ce que l'on a fait nous protège et que ce ne soit pas le cas, d'avoir des fontes de semis, d'avoir des pertes finalement au niveau de ces semis et donc de sa récolte, car c'est irrémédiable. Donc je vous en prie, sortez de l'idéologie que déjà, les semences de ferme ne sont pas de qualité et vous ferez pas le même rendement avec des semences de ferme, ça c'est complètement faux, hein, faut en être convaincu, et il y a énormément de régions qui ne se posent pas la question par rapport à ça, que la protection de vos semences, entre faire le traitement de base et puis monter tout doucement en gamme dans certains traitements, oui, ça va vous coûter 20 € de l'hectare, 30 € de l'hectare, parfois 40 € de l'hectare pour un traitement contre le piétin échaudage, par exemple. Mais par exemple, contre cette dernière maladie, la seule possibilité que vous avez, c'est ça. Si vous enchaînez 2 pailles d'affilée et que vous avez déjà constaté des problèmes dans des terres superficielles, etc., petit à petit, cette maladie se développe de plus en plus dans votre sol et si vous n'intervenez pas en protection, vous êtes garanti que vous aurez la maladie sur votre culture et le traitement de semences ne fera pas non plus 100%. Donc il faut utiliser les moyens que l'on a à notre disposition. Ce ne sont pas non plus des oligo-éléments qui vont permettre, s'il y a un effet du cuivre par exemple sur un effet nettoyant, puisque ça reste quand même un produit qui tue l'ensemble de la vie, hein, c'est clair, ce serait comme un bain d'eau de javel, ça reviendrait à peu près à la même chose pour votre semence, mais l'impact contre les maladies, il est anecdotique. Alors si ça se passe bien, c'est parce que certains sèment justement des quantités qui ne sont pas techniques. Ils sèment, moi je sais pas, 400 en kilos, ils vont semer 180 kilos de blé par exemple, ce qui n'a pas vraiment de sens. Et évidemment, ils vont pas observer s'il y a des impacts, mais dans beaucoup de cas, on observe des épis plus tard, malades, etc. Et quand on regarde, certaines maladies qu'on observe à ce moment-là, c'est-à-dire 8 à 9 mois plus tard, proviennent de défauts au niveau de la semence. Alors je vous alerte par rapport à ça, parce que depuis quelques années, on voit de plus en plus d'ergots dans les cultures. On voit qui sont liés notamment aux mauvaises herbes, aux céréales, enfin aux graminées que l'on a dans les céréales, avec des difficultés de désherbage croissantes et aussi des disséminations. L'agriculture biologique, malheureusement, y participe comme l'agriculture classique, puisque dans les deux cas, c'est très difficile aujourd'hui d'avoir des désherbages à 100% efficaces. Les repousses de céréales participent aussi à entretenir certaines maladies. Donc c'est encore une fois dans l'approche globale du sol à la plante que l'on voit que certaines autorisations ou certaines pratiques sur le terrain sont un non-sens par rapport à cette gestion ultérieure des maladies. Et puis vous dire enfin que pour les ravageurs du sol que l'on voit se développer, comme les arbres, les mouches grises, les taupins, aujourd'hui il n'y a pas d'autre solution logique que le traitement de semences. La microgranulation d'insecticides pour les semences de printemps, comme les maïs, les betteraves, etc., est quand même beaucoup plus désastreuse pour le sol, puisque là on en met une quantité qui n'a rien à voir, et en plus on n'a pas les mêmes performances de produits depuis qu'on a perdu les gauchos et certaines autres molécules qui malheureusement sont utilisées à 80% dans le reste du monde et ne sont plus utilisées en France et en partie en Europe, et ça c'est quand même un désastre finalement écologique, parce que c'est remplacé par des interventions qui n'arrivent pas toujours au même résultat dans bien des cas. Donc ça c'est un autre sujet, mais c'est quand même important de prendre conscience que déjà la qualité de semence démarre par le choix et la façon dont vous allez cultiver vos semences sur votre ferme, donc les parcelles que vous envisagez de conserver. Le triage, aujourd'hui, c'est capital aujourd'hui d'enlever les grains qui sont eux déjà malades. On n'arrive pas à enlever toujours les mauvaises herbes, et que ce soit chez vous ou sur la semence achetée, les tolérances de 5 pour 1000 de mauvaises herbes sont inadaptées aux besoins qu'auraient les agriculteurs aujourd'hui. Mais voilà, il se trouve que c'est pas facile à faire, et puis au niveau industriel et au niveau des coûts, on préfère faire ce choix-là, ce qui fait que parfois, par des semences extérieures, vous ramenez chez vous aussi des mauvaises herbes qui proviennent d'ailleurs. Et ça, c'est un constat que font beaucoup d'agriculteurs, et c'est très important. Quant au renouvellement qu'on nous met dans le crâne en disant les semences, il ne faut pas les garder, chaque année, il faut les renouveler, etc. Alors ça aussi, c'est complètement du vent. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison. Les semences se dégénèrent de toute façon naturellement, c'est-à-dire que les fameuses résistances dont beaucoup parlent, qui sont en fait que des petites tolérances, on sait déjà qu'au bout de 3-4 années, c'est plus ou moins fixé sur les aspects génétiques et que quelque part, c'est quelque chose qui a tendance à se diluer avec les années. Par contre, ce qu'on sait aussi, c'est que des semences qui sont faites chez vous, d'année en année, elles acquièrent aussi certains facteurs liés à votre terroir, et vous n'aurez jamais une meilleure semence provenant de chez vous pour la remettre chez vous, de toute manière. Donc on a des partenaires, nous, qui gardent des semences lorsque certaines variétés sont de qualité, plusieurs années. On a tendance, nous, à semer les variétés côte à côte et à les récolter en travers pour faire des mélanges de 5 à 6 variétés. On change une variété tous les ans, voilà, si on en voit une nouvelle arriver qui semble être avec les mêmes critères principaux, mais qui apporte un peu du plus, et ben on la remet dans le mélange et ainsi de suite. Et donc on peut renouveler facilement
chaque année si on le souhaite, mais on peut aussi garder plusieurs années s'il n'y a pas de nouveauté particulière des semences. Nous, on a des semences ici, elles ont 3 ans par exemple. Ça fait 3 ans qu'on reproduit ce chevignon par exemple. Donc, il faut un petit peu enlever tous les fantasmes. Mais inversement, le fait de ne plus protéger les semences, etc., ou d'utiliser certains produits naturels en se disant avec ça on va tout faire, c'est génial, le petit oligo booster, etc., il ne faut pas confondre une nutrition d'une semence avec une protection fongicide ou éventuellement insecticide, où malheureusement on n'en a plus beaucoup. Alors je conclurai en vous disant que les protections contre les ravageurs du sol avec certains insecticides qui se mettent sur les semences, environnementalement, c'est quand même mieux que de balancer un insecticide sur la totalité de la surface ou en aérien, ça c'est clair et net, je pense qu'il n'y a pas photo là-dessus. Et il est sans doute intelligent de réfléchir dans son assolement lorsque l'on a certaines plantes qui peuvent être soumises au taupin, à des ravageurs comme le sabre ou autre, d'avoir un traitement de semences sur l'assolement qui protège contre ces ravageurs pour limiter quand même les populations. Ça nous semble être quelque chose d'important, encore plus lorsque l'on va dans des techniques de conservation des sols où finalement, par le fait de pas ou peu déranger le sol, par le fait d'avoir régulièrement des couverts végétaux, il faut reconnaître que l'on entretient aussi les ravageurs du sol. Maintenant, on est un pays qui est bientôt orphelin en solutions de protection contre les ravageurs du sol. Il faut le savoir, il reste à peu près 2 produits aujourd'hui. Et ça, c'est quand même un débat qui aurait dû avoir lieu de manière plus technique que ce qu'il n'a été. Finalement, on est resté sur beaucoup d'idéologie et on a laissé les agriculteurs parfois intervenir plusieurs fois en aérien avec des produits qui sont mauvais et qui ne fonctionnent pas bien non plus. Donc finalement, c'est peu satisfaisant. Donc voilà, donc la semence, c'est un critère très important. Quoi de mieux que sa propre semence? Je pense qu'il n'y a pas de question à se poser. Donc pour tous les gens qui douteraient encore, et c'est un peu plus vrai, plus on remonte vers le nord, voilà, si ce n'est pas une histoire de ne pas vouloir le faire, c'est-à-dire une histoire de confort, voilà, ça se fait bien et franchement, c'est plutôt satisfaisant puisqu'on va avoir des semences qui vont nous coûter le prix de la céréale actuelle plus un traitement de semences et une prestation. On va rajouter 50 € et voilà. Donc, ce qui ne sera pas le cas de la semence achetée où là aussi on ne comprend pas pourquoi, mais on nous vend des semences 4, 5 fois, 6 fois, même 10 fois dans certains cas, le prix du marché. Et puis je terminerai en vous disant que l'arrivée des hybrides, dans beaucoup de cas, est un moyen très facile pour l'environnement agricole de limiter finalement la reproduction en ferme, puisque finalement là on est un petit peu coincé, sinon on ne bénéficie pas de certains effets d'hétérosis et autres sur la culture, donc des effets boosters liés à l'hybridation. Donc ça c'est quand même un constat. Maintenant, quand on regarde le prix des semences hybrides, finalement, dans beaucoup de cas, il peut y avoir des gains techniques, on l'a observé aussi sur le terrain, mais vu les coûts des semences, finalement, déjà, une partie du gain est absorbée, malheureusement, et c'est souvent le cas en agricole, par le coût des semences. Voilà, donc ça, c'est quand même dommage. Et puis après, quand les semenciers nous expliquent que finalement, si on reproduit chez nous, ils perdent pour la recherche, etc., on ne leur demande pas non plus de nous sortir tous les ans une dizaine de variétés chacun qui n'apportent au final pas grand-chose, voire strictement rien, car depuis le temps qu'on fait des 105% du témoin en termes de résultats d'essai, c'est-à-dire toujours 5% de plus que le témoin de l'année d'avant, on devrait être au moins à 250 quintaux l'hectare, et c'est loin d'être le cas. Donc je pense qu'il y a aussi des économies à faire, et on le sait tous. Et puis sur d'autres cultures, comme le maïs, le colza, il semblerait qu'ils se rattrapent plutôt bien. Vu le nombre de semenciers qui se jettent sur ces nouveaux marchés, on en a qui sont arrivés il y a quelques années et ils sont aujourd'hui les leaders. Ils ont sûrement mis beaucoup d'argent sur la table pour obtenir des belles variétés. Et finalement, ça a l'air de bien fonctionner pour eux. Donc vous voyez, c'est comme les colza hybrides. On a beaucoup d'hybrides en France, alors que dans d'autres pays d'Europe, c'est exclusivement, en tout cas surtout des lignées. On peut faire aussi bien avec des lignées, voire parfois mieux, qu'avec des hybrides. L'hybridation, derrière tout ça, il y a quand même bien une volonté de verrouiller les agriculteurs pour ne plus qu'ils reproduisent les semences chez eux, ce qui est déjà le cas malheureusement en légumes et ce qui est le cas aussi pour les maïs et pour d'autres cultures. Voilà les amis, donc je vous ai donné les grandes lignes en sachant que sur les aspects ravageurs, maladies, on pourrait faire une vidéo dédiée là-dessus, mais là ça rentre plus dans du conseil technique et on va dire que vaut mieux conserver ça aux gens qu'on voit tout au long de l'année pour qu'ils puissent mettre en application et ne pas juste voilà, prélever sur une vidéo quelques discours entre guillemets. Voilà, à bientôt les amis!